Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York. Matin d'hiver. Le vent s'infiltrait dans les moindres interstices des rues comme un voleur de chaleur, glacial et indifférent. Les gratte-ciel, géants de verre et d'acier, jetaient leurs ombres sur les passants pressés, comme s'ils observaient d'en haut la misère humaine avec un dédain silencieux. L'agitation de la ville semblait ignorer ceux qui, au sol, luttaient simplement pour survivre. Sur un banc du Bryant Park, à l'abri partiel d'un kiosque désaffecté, un homme dormait, recroquevillé sous une couverture râpée et un vieux manteau militaire. Caleb, 54 ans, portait la fatigue comme une seconde peau. Son visage buriné par les intempéries, ses mains calleuses, et son souffle entrecoupé témoignaient d'un long hiver de solitude. Autrefois, il avait construit des navires de guerre. Ingénieur naval de haut rang, diplômé du MIT, il avait dirigé des équipes dans les plus grands chantiers maritimes de Norfolk à San Diego. Il possédait une maison en bord de mer, une voiture allemande, et un amour inconditionnel pour sa femme, Mira, morte d'un cancer 2 ans plus tôt. Sa disparition l'avait dévasté. Après cela, la descente avait été rapide, alcool, erreurs professionnelles, divorce bancaire, licenciement, dette. Il avait tout perdu, statut, amis, maison, et New York l'avait englouti dans son anonymat glacial. À quelques rues de là, dans le quartier huppé de Murray Hill, un homme refermait doucement la porte capitonnée d'une clinique privée. Impeccablement vêtu d'un manteau de cachemire gris, les cheveux tirés en arrière, la mâchoire serrée, Nathaniel Davenport semblait être la représentation vivante du succès. PDG de Davenport et Locke Holdings, l'un des fonds d'investissement les plus puissants de la côte, il valait plus de 2,3 milliards de dollars. Pourtant, ce matin-là, il ne pensait ni au marché ni aux chiffres. 3 semaines plus tôt, après un simple malaise lors d'un gala, il avait passé une série d'examens dans le plus grand secret. Le diagnostic était tombé comme une gifle, une tumeur rare au foie, agressive mais opérable. Le médecin avait été direct mais confiant, s'il agissait vite, l'opération pourrait prolonger sa vie. Il avait donc accepté. Depuis, tout s'était accéléré. Il avait mis en pause plusieurs projets. Rédiger un testament de 27 pages. Préparer la transition à son bras droit. Organiser ses adieux sans en faire des adieux. Il ne voulait alarmer personne, surtout pas Abigail, sa sœur cadette, ni Rachel, son assistante fidèle depuis 20 ans. Il voulait partir en silence, avec la même dignité glacée qu'il imposait dans ses conseils d'administration. Un matin froid, peu après 11 heures, Nathaniel Davenport sortait d'un déjeuner d'affaires dans un restaurant discret de la 5e avenue. Un rendez-vous hypocrite comme tant d'autres, où l'on échange des sourires en parlant d'investissement comme on parle de météo. Nathaniel avait à peine touché son assiette. Son esprit était ailleurs, fixé sur l'opération programmée dans quelques jours. Le ciel était bas, le vent mordant. Il remonta le col de son manteau en cachemire et avança à grands pas vers sa voiture avec chauffeur. Il aurait pu faire appeler la voiture devant la porte, mais quelque chose en lui, peut-être une pulsion de solitude ou un besoin de sentir le bitume sous ses pieds, l'avait poussé à marcher quelques rues à pied. En passant près d'un vieil immeuble en briques, son regard fut attiré par un mouvement discret à l'angle d'un mur. Un homme était accroupi là, entre 2 poubelles, vêtu d'un manteau troué, un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, murmurant des mots dans un souffle à peine audible. Nathaniel ne ralentit pas. Il en avait vu des centaines comme lui. Trop. Des ombres oubliées sur les trottoirs de la ville. Mais à mesure qu'il s'éloignait, les murmures prirent forme. Et soudain, une phrase se détacha du reste comme une lame glissant hors de son fourreau. « N'y va pas. Le docteur va te tuer. Tu n'es pas malade. » Nathaniel s'immobilisa. Une tension traversa son dos comme une décharge électrique. Il se retourna lentement. L'homme ne l'avait pas appelé par son nom. Et pourtant, cette phrase, elle s'adressait à lui. À ce qu'il vivait en secret. À ce que personne ne savait. Il s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» L'homme leva la tête, très lentement, comme si l'effort lui coûtait. Ses yeux, cachés sous des sourcils épais et une crasse ancienne, brillaient d'un éclat étrange.
Ce n'était pas le regard flou d'un drogué ou d'un fou. C'était le regard d'un homme lucide, honté, conscient de la gravité de ses mots. Je sais que ça semble fou, dit-il d'une voix rauque, mais étonnamment stable. Mais j'ai entendu des choses. Tard, une nuit. Des gens parlaient. Ils ont dit que tu croyais être malade. Que t'étais riche, influe, et qu'on allait t'opérer. Mais que, c'était un piège. Si tu montes sur cette table, tu ne te réveilleras jamais. Nathaniel sentit son cœur cogner. Comment cet inconnu pouvait-il savoir? Qui était-il? Était-ce une coïncidence? Une hallucination de l'esprit? Une arnaque? Mais quelque chose chez cet homme, sa sincérité nue, sa voix fêlée mais droite, son regard sans malice, le déstabilisait. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que, j'ai vu trop de gens mourir dans le silence. Et j'ai rien fait. Cette fois, je veux pas me taire. Même si tu me prends pour un fou. Même si tu t'en vas. Caleb détourna le regard, comme pour se protéger d'une nouvelle humiliation. Nathaniel resta là un instant, pétrifié entre la peur, le doute et une intuition profonde, viscérale, qu'il ne devait pas ignorer cet avertissement. Il murmura enfin, plus pour lui que pour Caleb. Et si tu avais raison? Intrigué. Troublé. Ébranlé jusqu'à l'os. Nathaniel Davenport était rentré chez lui ce soir-là sans prononcer un mot. Ni à son chauffeur, ni à sa gouvernante, ni à Rachel, son assistante qui lui envoyait encore des mails à 23 heures passées. Pour la première fois depuis des années, il coupa son téléphone, défit sa cravate avec lenteur, et resta debout, seul, dans le silence glacé de son penthouse donnant sur Central Park. Il fixait son reflet dans les baies vitrées, son visage projeté dans l'obscurité. Ce visage que tant de magazines avaient appelé l'incarnation du capitalisme tranquille. Un visage qui, ce soir-là, semblait étranger. Comment cet inconnu, cet homme brisé par la rue, pouvait-il savoir? Nathaniel repassa en boucle les mots, « Le docteur va te tuer. Tu n'es pas malade. » Il résonnait en lui comme un avertissement ancien, comme une voix venue d'un lieu où la vérité est nue, sans costume ni jargon médical. Et plus il y pensait, plus les doutes enfouis depuis 3 semaines remontaient à la surface. Le manque de symptômes. Le timing étrange du diagnostic. La manière insistante, presque précipitée, dont le docteur Vance avait programmé l'intervention. C'était comme si un voile, jusqu'ici invisible, se déchirait lentement devant lui. Il prit une décision radicale. Sans prévenir personne, il contacta un cabinet médical privé à Boston, qu'il connaissait pour sa discrétion absolue. Il exigea des examens complets, mais demanda expressément à ce qu'aucun médecin de New York ne soit contacté, aucune archive transférée, aucun nom divulgué. Même sous pseudonyme, son visage était trop connu. Il loua discrètement une résidence privée près de Cambridge et s'y rendit seul, en voiture, le lendemain matin. Les tests durèrent 2 jours. IRM, biopsie, analyses sanguines avancées. Une équipe de spécialistes de haut niveau, sans idée préconçue, le traita comme un simple patient. Puis vint l'attente. 4 jours. 4 jours d'angoisse silencieuse, de nuits sans sommeil, aérés dans cette maison vide où il sentait pour la première fois de sa vie la peur de l'ignorance. Enfin, un matin, à 8 heures précises, le téléphone sonna. Monsieur Davenport? Oui. Nous avons les résultats définitifs. Et, il n'y a aucune tumeur. Aucune trace de cancer. Vos organes sont sains. Vos précédents bilans semblent avoir été, gravement altérés. Un silence. Immense. Viol. Comme une claque venue de l'intérieur. Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Il s'assit, le souffle court. Les mots qu'il venait d'entendre résonnaient dans sa tête comme une révélation brutale. Non seulement il n'était pas malade, mais on l'avait fait croire qu'il l'était. Et si Caleb n'avait rien dit? Et s'il était monté sur cette table d'opération? Que lui aurait-il été arrivé, sous anesthésie générale? Une vague glacée monta en lui. Il se leva lentement, le téléphone toujours en main. Il se sentait trahi. Manipulé. Piégé. Et sous le choc, une autre émotion, plus profonde, montait en lui, une flamme étouffée mais puissante.
La rage. Stupéfait, Nathaniel fouilla. La certitude médicale venait de tomber, il n'était pas malade. Mais la question désormais cruciale n'était plus médicale, elle était criminelle. Qui avait intérêt à lui faire croire à une tumeur mortelle? Qui avait orchestré cette illusion morbide avec un tel sang-froid? Nathaniel ne pouvait pas se contenter d'un simple doute. Il engagea Thomas Hacker, un détective privé réputé, ancien analyste au FBI, spécialiste des affaires de fraude de haut niveau. Un homme discret, méthodique et incorruptible. « Je veux savoir tout ce qu'on peut trouver sur le docteur Robert Vance », dit Nathaniel d'un ton sec. « Rien ne doit m'échapper. Voyez s'il y a des morts, des liens financiers, des mouvements suspects. Faites vite, mais faites proprement. » 48 heures plus tard, Hacker débarqua dans l'appartement temporaire de Nathaniel avec un dossier si épais qu'il nécessitait une chemise rigide. Il posa les feuilles sur la table en bois massif, s'assit face à lui, le regard grave. « Ce que je vais vous dire va vous glacer le sang. » Et il commença. Le docteur Robert Vance, chirurgien star des élites new-yorkaises, jouissait d'une réputation d'excellence. Médaillé, invité dans des conférences internationales, il était aussi intouchable. Mais dans l'ombre de ses succès, Hacker avait mis la main sur 2 affaires classées étrangement vite. 2 patients, tous 2 hommes d'affaires âgés, fortunés, diagnostiqués avec des maladies rares, opérés par Vance, et tous 2 morts sur la table d'opération. Dans les 2 cas, les rapports post-opératoires avaient été verrouillés. Les familles avaient été dédommagées par les assurances à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et surtout, dans les 2 cas, Vance était le bénéficiaire secondaire d'un fonds de recherche médicale mystérieusement lié aux défuntes entreprises des victimes. Nathaniel sentit sa gorge se nouer. Mais Hacker ne s'arrêta pas là. « Il y a plus grave », poursuivit-il. Le nom de Vincent Hawthorne revient dans des transactions croisées avec Vance. Des virements, des parts d'une société écran basée dans le Delaware. J'ai recoupé les données avec les fichiers d'entreprise de votre holding. Et voici ce que j'ai trouvé. Hacker ouvrit un autre dossier. Vincent Hawthorne, ancien directeur des opérations de la holding Davenport & Locke, avait été éjecté par Nathaniel 6 mois plus tôt après qu'un audit interne ait révélé des irrégularités. Des montants falsifiés, des commissions cachées, des pots de vin pour favoriser certains contrats. Nathaniel, implacable, avait exigé son départ immédiat et silencieux, pour préserver l'image publique de l'entreprise. Mais Vincent n'était pas parti les mains vides. Il avait gardé des accès internes, des connexions au réseau confidentiel, et entretenu des relations souterraines avec certains membres de l'entreprise toujours en poste. Parmi eux, l'informaticien chargé de la sécurité des données médicales. C'est par ce biais qu'il avait pu mettre la main sur les examens privés de Nathaniel, les falsifier, les soumettre à Vance, et faire croire à une maladie. Et le plus glaçant. Une date de versement avait déjà été programmée sur un compte à Singapour. 24 heures après la date prévue de l'opération de Nathaniel. Montant, 25 millions de dollars. Un silence pesant tomba. Tout était là. Le plan. Le complice. Le mobile. La méthode. Un frisson d'horreur monta le long de l'échine de Nathaniel. Il n'avait jamais imaginé que le pouvoir, dans les mauvaises mains, pouvait devenir une arme aussi froide, aussi calculée. On avait planifié sa mort comme on monte une opération financière. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était une exécution déguisée, pensée par un homme qu'il avait autrefois considéré comme son protégé. Nathaniel se leva, fixa par la fenêtre les lumières de la ville et murmura. Ils ont voulu tuer l'homme, pour voler l'empire. Et maintenant, il allait leur faire comprendre que l'homme n'était pas mort. Qu'il était debout. Et qu'il se préparait à riposter. Le lendemain matin, alors que la ville bourdonnait déjà sous la cadence effrénée des klaxons, des talons pressés et du café brûlant, Nathaniel Davenport retourna au Bryant Park, son long manteau flottant derrière lui comme une traîne de silence. Il avait passé une nuit blanche. Pas à cause du froid, mais du tumulte intérieur. Les preuves étaient irréfutables. Le complot, la trahison, le piège mortel, tout cela lui tournait dans la tête comme un poison qu'il n'arrivait pas à digérer. Mais ce matin, il ne venait pas pour se venger. Il venait remercier.
Caleb était là, à la même place. Assis en tailleur sur le banc à moitié glacé, enveloppé dans sa couverture râpée, il regardait fixement une flaque d'eau où se reflétait un morceau de ciel gris. Il ne vit même pas Nathaniel arriver. Ce dernier s'assit lentement à côté de lui, sans un mot. Pendant un instant, ils ne furent que deux hommes silencieux sur un banc, dans une ville qui n'écoute plus personne. Puis Nathaniel parla, d'une voix basse, presque brisée. « Tu savais. Tu m'as sauvé. » Caleb tourna lentement la tête. Son visage était marqué par la fatigue, les nuits sans abri, les hivers sans chaleur. Mais dans ses yeux, il y avait de la lumière. Pas de l'arrogance, ni de la fierté, juste la clarté d'un homme qui a fait ce qu'il fallait, sans rien attendre. Il hocha doucement la tête. « Je t'ai reconnu dans le journal. Ton visage. Je l'avais déjà vu des dizaines de fois, sur les couvertures, les écrans. Je savais que t'étais important. Mais ce que j'ai entendu ce soir-là, c'était pas du business. C'était une exécution. » Nathaniel le fixa, les sourcils froncés. Caleb inspira profondément, comme s'il sortait une vérité qu'il avait trop longtemps gardée. « Je fouillais les poubelles derrière l'hôtel Fairfax, tu sais, celui près de Lexington. Il faisait froid. J'ai entendu une voix. C'était Vincent Hawthorne. Il parlait au téléphone, il riait même. Il a dit, tout est prêt. Davenport signera son départ en salle d'opération. Je l'ai noté mentalement. Pas pour te sauver. J'étais juste, curieux. Mais quand j'ai vu ton visage dans ce journal, quelques jours plus tard, parlant d'une « bataille contre la maladie », là j'ai compris. J'ai compris que c'était toi. Que t'étais la cible. Nathaniel resta un instant immobile, frappé par l'étrangeté de la scène. Un sans-abri. Un homme que la société ne regarde même plus. Et pourtant, c'est lui qui a entendu, vu, compris. C'est lui qui a parlé. Après un long silence, Nathaniel murmura. « Je te dois ma vie, Caleb. » Littéralement. Si tu ne m'avais pas parlé ce jour-là, je ne serais pas assis ici. Il le fixa avec une intensité grave. « Viens avec moi. Je veux t'aider. Tu mérites mieux que le froid et l'oubli. Tu as sauvé un homme, Caleb. Et pas n'importe quel homme. Je te le dois. » Mais Caleb secoua doucement la tête. « Je veux pas de dette. J'ai pas fait ça pour avoir une place au chaud. Je veux pas de photos. Pas de médaille. Je veux juste. » Il hésita, puis baissa les yeux. Juste un lit. Une porte qui ferme. Et un café, un vrai. Sans qu'on me regarde de travers. Sans qu'on me demande ce que j'ai fait pour finir là. Juste, un peu de paix. Nathaniel sentit une bouffée d'émotion monter. Pas de pitié. De respect. Il se leva, posa une main sur l'épaule de Caleb, et répondit, le regard droit. Tu auras tout ça, Caleb. Et beaucoup plus encore. Parce que la paix, ce n'est pas un cadeau. C'est un droit. Et toi, tu l'as mérité. Un an s'était écoulé. Les saisons avaient tourné, mais pour Caleb, c'était plus qu'un simple cycle du temps, c'était une renaissance. Il vivait désormais dans un petit appartement lumineux à Harlem, à 2 pas d'un centre communautaire qu'il dirigeait avec calme et bienveillance. L'adresse n'était pas luxueuse, mais elle sentait le café chaud le matin, la dignité retrouvée, et les rires des enfants qu'il croisait dans l'ascenseur. Sobre depuis 312 jours, il gardait une photo de sa femme Mira sur la table de chevet, à côté d'un carnet où il notait chaque jour 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Son regard avait changé. Il ne fuyait plus les regards. Il souriait plus souvent, un sourire discret, mais vrai, forgé dans les cendres de sa chute. Grâce au soutien de la Fondation Davenport, il avait conçu et piloté un programme de réinsertion pour les sans-abri nommé * deuxième voie. Un nom qu'il avait choisi lui-même, en mémoire de cette nuit où sa propre voix, longtemps ignorée, avait sauvé une vie. Chaque semaine, il donnait des conférences dans des centres d'accueil. Il parlait sans pathos, sans fioriture. Il disait juste. Je n'ai pas été sauvé par un miracle. J'ai été sauvé parce que, pour une fois, quelqu'un a écouté ce qu'un homme brisé avait à dire.
Et ce message touchait. Car il ne venait pas d'un homme parfait, mais d'un homme revenu de l'oubli. De son côté, Nathaniel Davenport avait repris les commandes de son empire économique. Mais quelque chose en lui avait changé. Moins de froideur dans son regard. Moins de certitudes écrasantes. Plus d'humanité. Après avoir réuni une équipe d'avocats, de journalistes d'investigation et d'anciens enquêteurs, il avait organisé une conférence de presse au cœur de Manhattan. Les preuves contre Vincent Hawthorne et le docteur Vance avaient été exposées avec rigueur. Les enregistrements, les virements, les diagnostics falsifiés, tout était là. L'affaire avait éclaté comme une bombe. Le monde médical fut secoué par le scandale. Des commissions d'éthique furent mises en place dans plusieurs États. Vance perdit sa licence, puis fut poursuivi. Vincent, quant à lui, fut inculpé pour tentative d'homicide aggravé, fraude et blanchiment. Il plaida coupable pour éviter un procès long et humiliant, mais sa carrière était brisée. Nathaniel, loin de se satisfaire de leur chute, s'était tourné vers autre chose, la réparation. Il avait créé, sous la bannière de la Fondation Davenport, un réseau d'initiatives mêlant santé, réinsertion sociale et surveillance éthique dans les milieux médicaux privés. Son empire était toujours puissant, mais désormais, il servait à quelque chose de plus grand que lui. Dans son bureau au 47e étage, avec vue panoramique sur Central Park, il gardait toujours une photo en noir et blanc encadrée sur une étagère discrète, un cliché de Caleb, assis sur un banc, regardant le ciel. Et parfois, entre deux réunions, il s'arrêtait, fixait l'horizon, et disait à voix basse à ses collaborateurs. Parfois, ce n'est pas le médecin qui vous sauve, mais celui que la société refuse même de regarder. Et personne ne répondait. Parce qu'ils savaient. Parce qu'ils avaient vu l'histoire. Parce que dans un monde qui marche trop vite, quelqu'un avait pris le temps d'écouter un murmure venu du trottoir.